partie, on va aborder plus les perceptions et les connaissances qui sont les Oui. tiennes. Ma première question que j'ai envie de te poser, c'est peux-tu m'évoquer tes premières perceptions, pardon, médiumniques, tes premiers contacts? Oui. Alors, mes premières perceptions médiumniques, en fin de compte, voilà, on en revient à ceux qui sont plus là, c'est-à-dire le contact défunt. Bon, déjà, la perception visuelle. Donc, la perception visuelle est bon, très importante au niveau des contacts, puisque ça permet de décrire justement le défunt, comment il est vêtu, son caractère, ses habitudes, ses attitudes, etc. Donc, très jeune, donc tu commençais à voir, mais aussi à entendre. Donc en perception auditive, donc ça peut être la voix d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Donc à cette période-là, c'est-à-dire vers l'âge de 6 ans, hein, ce qui me permettait de donner certaines informations. Et puis un petit peu plus après, la perception physique, c'est-à-dire ressentir par rapport au défunt certaines choses qui pouvaient lui être liées, par exemple, je ne sais pas si un défunt avait du mal à respirer ou ce genre de choses, il y a un ressenti, une restitution des symptômes. Voilà. C'est ce qu'on retrouve en judiciaire, par exemple, si une personne est décédée. Je dirais s'il s'agit d'un meurtre, par exemple, une pression sur la carotide, etc. Donc c'est quelque chose qui dure euh, quelques secondes, et après c'est fini. Hein. Voilà. Mais la clairvoyance, voilà, la clairvoyance, c'est entendre, c'est voir, c'est ressentir physiquement aussi, c'est ressentir aussi de façon gustative certaines choses. Hein. Si par exemple les goûts d'un défunt, ce qu'il pouvait aimer, suivant, ou même un lieu d'ailleurs, un lieu aussi où on peut se dire, ben voilà, là, cette pièce-là servait à ça, c'était une cuisine, on va avoir une perception dite gustative, et puis la perception olfactive aussi, qui est très importante, qui détermine là aussi pas mal de choses, les habitudes, la fonction d'un lieu, etc., etc. Voilà, alors ça dépend, il y a des médiums bien évidemment qui n'ont pas nécessairement toutes les facultés. Une personne peut avoir une faculté auditive, visuelle, et ça s'arrêtait là. Voilà. Euh, donc ces perceptions-là se sont placées progressivement à partir de l'enfance, ouais, puis elles se sont développées au fur et à mesure avec des expériences dites spontanées. Voilà. Partait toujours du visuel à la base, l'auditif qui l'accompagne, et puis ensuite des perceptions un petit peu plus, je dirais, poussées pour compléter les informations obtenues. Voilà. C'est pas évident parce que quand tu évolues avec ça, déjà pour faire la différence, attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une donnée là qui m'est donnée façon Oui, spontanée ou est-ce que tout le oui. monde sent ce que je suis en train de sentir ou entendre? Oui, alors, en fin de compte, le b.a.-ba de la clairvoyance, c'est surtout le lâcher-prise. Alors, il y a une base même qui est le fait de jamais se poser de questions. Voilà. Si par exemple je reçois une information, je ne vais pas dire est-ce que ma voisine, mon voisin reçoit ce type d'information. Voilà, c'est très important. On peut avoir des informations qui sont complètement illogiques. Euh, je prends l'exemple d'un tournage que j'ai fait dans une abbaye. Et donc j'étais dans une pièce précise et j'avais devant moi une fenêtre et derrière j'avais le parc. Donc le parc de cette abbaye. Et puis soudainement, par flash, j'ai commencé à voir une île, enfin une personne de couleur, etc. Et là, je me suis dit, je n'ai même pas réfléchi, en fin de compte. J'ai dit, il faut que je crache les choses, en train de se dire, quel est le rapport avec le parc, avec une personne de couleur, avec une île, qu'est-ce que c'était que ça? Non, je ne me suis pas posé la question. Et en définitive, lorsqu'on a un lâcher-prise complet, il faut éviter l'analyse. Voilà, il faut éviter l'analyse, les préjugés qu'on peut avoir lorsqu'on a une information qui arrive. Et il se fait que,
enfin l'histoire du lieu en lui-même, c'est qu'une personne de couleur venait apporter des vivres à un prisonnier et elle était native du Nil. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas nécessairement quelque chose de logique dans ce qu'on peut recevoir à partir d'un environnement, mais de ce qu'on reçoit nécessairement. Voilà. Donc, le lâcher-prise, c'est le b.a.-ba, disons, de la médiumnité. C'est ça s'acquiert. Alors, il est absolument certain, vu ma condition, où on m'a justement, on n'a pas refoulé du tout mes capacités, on m'a plutôt entretenu, hein, si je peux dire, on m'a pas conseillé, mais disons, on m'a motivé, que ça a contribué grandement à avoir ce lâcher-prise et donc à comprendre qu'il fallait absolument pas donner disons, apporter de jugement par rapport à ce qu'on peut recevoir. Voilà. Et c'est valable que ce soit pour le contact défunt, les recherches historiques, les recherches archéologiques aussi, puisque la clairvoyance peut s'appliquer en archéologie pour déterminer un périmètre, pour déterminer la fonction d'un lieu, là aussi, qu'est-ce qui se passait. Au niveau généalogique aussi, dans les recherches dites généalogiques, lorsqu'on n'arrive pas à avancer avec je dirais, au bout d'un moment, il y a un blocage au niveau des administrations, différents services, etc. Par rapport à différentes branches, on ne peut pas aller plus loin. Et la clairvoyance permet aussi d'obtenir des informations, de gravir, je dirais, de sauter certaines étapes. Voilà. Et là, le lâcher-prise doit être absolument présent aussi, sans se poser de questions. Moi, je suis conquise. Hein. Je bois les paroles. Oui. Les capacités psychiques, eh bien, bon, c'est un vaste domaine, hein, bien entendu. La question que les personnes doivent sans doute se poser et que je vais te poser, c'est comment se sont donc développées tes capacités. On les a un petit peu abordées. J'ai même envie d'approfondir le truc, c'est comment tu es passé juste voilà, communication de défunts à l'envie de recherche sur les lieux, les mémoires des lieux et puis les recherches judiciaires, criminelles. Donc ma question va un peu plus se préciser sur comment tu fais d'un bon à l'autre, quoi. Qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là? Comment tu permutes ce truc-là? Alors, comme je l'ai précisé déjà, ce sont des expériences spontanées. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à la base, bon, j'avais le contact défunt dès le départ, et certaines situations, par exemple, où je pouvais me trouver sur un lieu, où là j'ai compris que je pouvais travailler au niveau de l'histoire. Donc ça, c'est vers l'âge de 14 ans, où en me promenant avec des proches, où j'ai commencé à ressentir que j'étais hors époque. Voilà. C'est-à-dire que je commençais à voir des scènes, des choses comme ça qui se passaient. J'ai compris qu'elles ne faisaient pas partie justement du quotidien, enfin de l'environnement actuel, mais d'un environnement passé. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que la médiumnité pouvait s'étendre sur plusieurs choses en tant qu'outil de travail. Voilà. Ensuite, après, un petit peu plus loin, une fois j'ai une amie qui m'a emmenée dans j'avais aucun but au niveau de l'expérience, hein, je n'avais pas le nom du tout du lieu où j'allais, c'était simplement pour se promener, et là, donc c'était un lieu qui dominait quand même, c'était une vallée, c'était assez conséquent, et puis je regarde en bas, et d'un seul coup, j'ai commencé à avoir le paysage a changé visuellement. C'est-à-dire que j'étais hors du temps, encore une fois de plus. Et là, je voyais certains périmètres où il pouvait y avoir eu des recherches archéologiques, etc., etc. Donc tout ce périmètre-là, j'arrivais à le délimiter. J'ai commencé à donner quelques indications. Je me suis dit quand même, c'est un peu bizarre, quoi. Je voyais ce qu'on appelle des artefacts, qui sont des objets, enfin des résidus de certaines époques. Et j'ai rencontré une personne, donc je lui en ai parlé, elle m'a dit à ce moment-là, elle m'a dit, ben oui, effectivement, il y a des recherches archéologiques qui ont été faites à ce moment-là, ce lieu-là, c'était celui-là avant,
Et effectivement, enterré dans le sol, on a retrouvé ça, il y avait des fers à cheval, etc., etc. Et j'ai compris que je pouvais travailler là, à ce moment-là, au niveau de l'archéologie. Voilà. Alors, l'archéologie, ce qu'on appelle l'archéologie psychique, c'est une façon oui, de visualiser, de cibler aussi, parce que lorsqu'on a une carte, par exemple, on travaille en vision à distance sur cette carte-là et on va arriver à cibler à tel endroit où il peut y avoir, par exemple, un périmètre pour investiguer, pour analyser, etc. Voilà, ce sont des expériences spontanées qui se sont placées au fur et à mesure. Je pense qu'elles se sont placées aussi parce que la médiumnité s'est développée de façon inconsciente, aussi surtout. Donc ce sont des événements qui m'ont fait prendre conscience que je pouvais vraiment utiliser cette médiumnité à titre d'outil de travail et de recherche. Parfait. Dans ta pratique, tu as donc développé une méthode qui est assez rationnelle, même analytique sur tes perceptions extrasensorielles, mais même pas que sur les tiennes, je dirais sur les perceptions extrasensorielles de manière globale. Quelles ont été pour toi tes influences, tes points de réflexion majeurs quand tu as commencé à t'axer sur ce plan-là, sur ces recherches-là, quand tu as commencé à être un peu plus pointu sur ce travail? Oui. Donc, est-ce que tu as eu des ouvrages qui ont été des axes pour orienter et analyser un petit peu une méthode, des influences qui ont été bénéfiques pour être un peu plus méthodique dans cette perception? Alors, surtout le laps de temps, ou donc la naissance de ma médiumnité, si je peux dire, bien que je pense que tout le monde est médium, hein, c'est-à-dire que tout le monde a une capacité telle qu'elle soit, à des degrés différents, mais tout le monde, ce n'est pas, j'en profite pour dire que ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un don. Voilà, c'est une capacité que tout le monde a. Voilà, j'insiste beaucoup. C'est pas une capacité qui a été donnée de là-haut, c'est que tout le monde l'a, simplement il faut apprendre à la reconnaître, à l'exploiter, à être sûr de soi aussi. Et puis le lâcher prise, on revient là-dessus, bien évidemment. Alors au niveau des méthodes, pour moi, non. J'ai pas travaillé avec des méthodes telles qu'elles soient. Tout simplement parce que j'ai compris que la méthode, en fin de compte, c'était à être à l'écoute de ses sens, à l'écoute de son corps. Et ça, c'est important. Mais ne pas y être non plus focalisé de façon 24 heures sur 24, mais simplement se faire confiance. Voilà. Ma méthode a été celle-là. Et je pense qu'effectivement, disons, cela m'a permis d'être plus, d'avoir une analyse un petit peu plus ciblée aussi, et puis des réflexions un petit peu plus approfondies. Alors par contre, il y a quand même une chose, en étant honnête, c'est que j'ai compris que la médiumnité est une discipline comme une autre, mais que en dehors de tout ce qui est spirituel, tout connu autour, etc., il y a des bases, enfin, je vais en heurter quelques-uns, mais je m'en fiche complètement. Pour moi, il y a des bases scientifiques, bien évidemment. Il y a des bases scientifiques. Alors quand je dis scientifique, je parle de l'Institut métapsychique international qu'on appelle l'IMI, qui depuis 1919 a commencé à étudier beaucoup de phénomènes. Et j'ai une chance extraordinaire, c'est que je dirais que ma première perception des choses et de rendre perception des choses, mais aussi apprendre à rester dans ce qui est rationnel, dans ce qui est important. Ce fut à partir d'un ouvrage qui a été écrit par Robert Hocquet, justement, qui était scientifique, hein, qui travaillait, enfin, qui est intervenu pour l'Institut métapsychique international de Paris, qui est reconnu d'utilité publique, où là il y a des scientifiques, etc., qui travaillent à l'heure actuelle encore. Et donc j'ai eu ce premier ouvrage-là qui m'a été offert par ma mère. Voilà. Et donc, et là j'ai compris que la parapsychologie avait vraiment
que c'était quelque chose de concret. Voilà, parce qu'il y a eu des périodes, les années 1920, alors bien entendu, il y a eu des fraudes, etc., mais il y a beaucoup de chercheurs, des médecins qui s'y sont intéressés. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes hors France, par exemple, comme à l'université d'Édimbourg, où la parapsychologie est largement étudiée avec les étudiants, et ça sans problème. Il y a beaucoup de chaires de parapsychologie, notamment dans les pays étrangers. Donc, là, j'ai compris qu'il était important, lorsqu'on travaille dans ce domaine, d'avoir un esprit quand même cartésien. Alors, l'esprit cartésien, comme je disais, pour ne pas avoir été influencé par une religion telle qu'elle soit, je crois que je l'ai eu dès le départ. C'est-à-dire que je vais pas, une personne va me donner une expérience, etc., va me citer une expérience, je ne vais pas subitement, comme ça, lui dire ah oui, oui, c'est ça, attendez, oui, c'est absolument ça. Non, je m'attache quand je le peux à démonter aussi certaines choses. Il est important de se remettre en question dans ce domaine. Je crois que c'est important pour apprendre à avoir la tête sur les épaules et puis à reconnaître aussi ses limites, ses erreurs, pourquoi pas. C'est quelque chose qui est essentiel. Voilà. Dans les personnes, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de personnes qui expérimentent non plus, parce il y a cette crainte-là un petit peu, c'est qu'on n'est pas très sûr de soi non plus, et puis oh ben, j'ai pas à prouver, etc. Non, si on fait de l'expérimental, ce n'est pas pour prouver. Comme je dis, même pour le contact défunt, c'est simplement pour inciter les gens à se poser des questions, tout simplement. Voilà. Mais jamais prouver, 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 prouver. Ouais, c'est comme les stades du chercheur, c'est on observe. Voilà. Mm. L'observation, et puis en déduire peut-être certaines choses, mais jamais par prouver quoi que ce soit. Si on avait pu prouver quelque chose en parapsychologie, on le saurait depuis des années. Rien n'a été prouvé, mais beaucoup de choses ont été constatées. Analysé, ouais. Voilà. Grande et vaste recherche. Vaste programme. Oui. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Quelles sont les raisons donc qui t'ont amené à revendiquer, comme on peut le voir sur ton site, un travail sans rituel, je tiens à le préciser, le surligner, rituel, et sans doctrine. Je précise, sans rituel m'intéresse énormément aussi. Oui, alors, oui, je vais dire en une phrase, c'est que je suis encore là. Et je travaille sans rituel de protection comme beaucoup de médiums utilisent. Je suis encore là, je ne me suis pas fait morte par les défunts. Là aussi, il y a tout un processus, je dirais, de conditionnement des gens qui, dans ces cas-là, oui, ça les conditionne. On va vous dire, il y a un défunt qui peut se substituer à un autre. Enfin, il y a les esprits mauvais, les bons esprits, etc. À partir du moment où l'on part sur ce type de base, il est absolument certain qu'on va se trouver confronté à ses propres faiblesses en tout cas, mais aussi à des mauvaises analyses. Voilà. Donc moi, j'ai pas appris, comme je dis, je reviens à l'influence au niveau au niveau de la religion, j'ai pas appris à me protéger, j'ai laissé faire ma médiumnité. Aujourd'hui, alors je respecte tout à fait les personnes qui font les purifications, etc. Mais simplement, il y a une chose que je voudrais préciser, surtout, ce ne sont pas des choses qui se font payer, d'autant plus qu'une mémoire, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mémoire ne s'enlève pas. On ne peut pas. Il ne peut pas y avoir d'interaction avec la mémoire. Lorsque quelqu'un dit, il y a une personne qui a purifié ma maison, j'ai eu des résultats, ce qu'il faut savoir en fin de compte, c'est que le fait même de penser qu'il y a eu purification, déjà induit un processus de suggestion chez cette personne, et par conséquent, les sens eux-mêmes, même s'il y a un phénomène qui réside tout le temps de ce qu'ils peuvent entendre, etc., va toujours être là, mais les sens vont se fermer à ça. Voilà. Donc c'est beaucoup de la suggestion et de l'autosuggestion. Donc je voudrais le préciser parce que
Une mémoire ne saute pas, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire, elle est là. Au niveau des fondations, elle est partout, cette mémoire-là. Elle est dans les murs, voilà, c'est pas forcément une mauvaise mémoire, mais c'est la vie d'un lieu, quoi, les fondations, tout ça. Donc ce n'est pas avec certains processus, certains rituels que une mémoire va s'enlever puisqu'elle est diffusée partout. Si on ferme un volet, il y aura toujours une mémoire quelque part. Voilà. Alors ce que je pourrais conseiller, si vraiment on est gêné avec certains phénomènes, ben, malheureusement c'est le déménagement. Voilà. C'est le déménagement. Merci beaucoup. Elle fait aussi de la vente immobilière. Aussi.